monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de septembre. Notre magazine de la rentrée sera consacré à un sujet omniprésent de l'actualité sociale, la réforme du Code du travail. J'accueille en premier lieu pour en parler Frédérique Roseau, rédactrice en chef adjointe de la RF Sociale. Bonjour Frédérique. Bonjour Marianne. Alors lors d'une conférence de presse le 31 août dernier, le Premier ministre et la ministre du Travail ont dévoilé le contenu des 5 projets d'ordonnance qui ont pour ambition de réformer le Code du travail. En pratique, quand cette nouvelle réforme va-t-elle intervenir ? Alors, suite à cette conférence de presse, effectivement, les 5 projets d'ordonnance ont été présentés à diverses instances, telles que le Conseil d'État. Après adoption par le Conseil des ministres, les 5 projets d'ordonnance vont être publiés, donc devenir des ordonnances, vont être publiés au journal officiel, ce qui les rendra applicables. Mais il faut également savoir que sur un certain nombre de mesures, il faudra l'intervention de décrets. Alors, ces 5 ordonnances balaient de nombreux domaines du droit du travail. Est-ce qu'on peut les énumérer ensemble ? Alors, effectivement, pour être précis, il y a donc ces 5 ordonnances. La première est consacrée au renforcement de la négociation collective. La seconde porte sur la nouvelle organisation du dialogue social et c'est notamment elle qui prévoit une nouvelle instance unique. La troisième traite de la prévisibilité et de la sécurisation des relations de travail. On y trouvera notamment le licenciement ou divers aménagements sur le contrat de travail. La quatrième est consacrée à la négociation collective. Et enfin, la cinquième porte sur la pénibilité, sachant que notamment, elle va rebaptiser le compte prévention de pénibilité en compte professionnel de prévention. Je vous propose, Frédérique, de nous pencher tout d'abord sur le troisième projet d'ordonnance et notamment sur des mesures relatives au licenciement. Et parmi les points les plus médiatisés, le montant de l'indemnité légale de licenciement. Alors c'est vrai que les points qui concernent la rupture du contrat de travail et le licenciement ont été fortement médiatisés, et notamment l'indemnité légale de licenciement. La ministre du Travail a confirmé à l'occasion de la conférence de presse que cette indemnité légale de licenciement va être revalorisée de plus 25%. Par exemple, pour un salarié qui a moins de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement serait de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté et non plus de 1/5 de mois de salaire. Pour être précis, c'est un décret et non pas une ordonnance qui va fixer ces nouveaux montants. Par ailleurs, on peut souligner qu'en complément de cette hausse de l'indemnité, l'ordonnance prévoit d'abaisser la condition d'ancienneté du salarié pour pouvoir bénéficier de cette indemnité légale de licenciement, cette condition d'ancienneté passant de 1 an à 8 mois. Et puis, on peut aussi dire que l'indemnité légale de licenciement, certes, va être revue à la hausse, donc c'est intéressant pour les salariés, enfin, si ce n'est qu'ils sont quand même licenciés. Mais autre précision d'importance, c'est l'indemnité légale de licenciement, c'est-à-dire qu'elle ne va concerner que les salariés qui ne sont pas couverts par une convention collective ou un accord collectif qui prévoit d'ores et déjà un montant plus avantageux pour les salariés. Il semblerait quand même, Frédéric, que cette augmentation de l'indemnité légale de licenciement soit une contrepartie au plafonnement des dommages et intérêts qui sont dus par l'employeur lorsque le licenciement auquel il a procédé est jugé sans cause réelle et sérieuse. Effectivement, l'ordonnance fixe un barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui va s'imposer au juge. L'idée, c'est que les employeurs et les salariés puissent savoir combien pourrait coûter un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges auxquels un licenciement est soumis et qui vont estimer que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse pourront allouer, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, des dommages et intérêts aux salariés. La nouveauté, c'est que pour fixer ces dommages et intérêts, ils vont devoir prendre en compte un plancher et un plafond qui vont être fixés par voie d'ordonnance. Ces montants, plancher, plafond, vont tenir compte de l'ancienneté du salarié. Ce barème ne concernera pas les indemnités versées en cas d'irrégularité en matière de licenciement économique. C'est exact, il ne concernera pas non plus les licenciements nuls et en revanche, on peut préciser qu'il y a un barème spécifique qui serait prévu par les ordonnances pour les entreprises de moins de 11 salariés. Les ordonnances faciliteraient également la procédure de licenciement. Alors en matière effectivement de procédure de licenciement, il y a un nouveau point, c'est que les ordonnances prévoient de fournir à l'employeur des modèles types de lettres de licenciement à utiliser. Ces modèles seraient fixés par décret et ce seraient des modèles CERFA qui font penser, qui ressembleraient à ce qu'on connaît déjà aujourd'hui pour la rupture conventionnelle. Ces modèles pourraient être utilisés par l'employeur pour un licenciement pour motif personnel, mais aussi pour un licenciement pour motif économique, quelle que soit son ampleur. Il rappellerait les droits et obligations de l'employeur et du salarié. Les ordonnances prévoient également, et ça c'est novateur,
que l'employeur pourrait préciser ou compléter les motifs qu'il a indiqués sur la notification de licenciement après que cette lettre, après que ce courrier de notification ait été envoyé au salarié. Et de plus, et là encore c'est novateur, le salarié pourra aussi demander à l'employeur de préciser ou de compléter la lettre de licenciement. Et le salarié aura d'ailleurs tout intérêt à prendre cette précaution, car s'il ne demande pas à l'employeur de compléter la lettre de licenciement, l'insuffisance de motivation de son licenciement ne rendrait pas celui-ci sans cause réelle et sérieuse. Effectivement, s'il ne demande rien, l'insuffisance de motivation lui ouvrirait simplement droit à une indemnité d'1 mois de salaire ou plus. Alors Frédéric, pour donner une dernière information sur les nouveautés en matière de rupture du contrat de travail, il semblerait que les ordonnances ouvrent la possibilité d'une rupture conventionnelle collective. Oui, alors effectivement, le gouvernement, c'est la terminologie qu'il employait à parler de rupture conventionnelle collective. C'était d'ailleurs un peu l'invité surprise des projets d'ordonnance. En fait, ce n'est pas vraiment une rupture conventionnelle collective. On est là plutôt face à des départs volontaires dans le cadre d'un accord collectif portant plan de départ volontaire. Cette mesure traduit la volonté de favoriser, de sécuriser ces plans de départ. En pratique, un accord collectif portant plan de départ volontaire pourra définir les modalités qui encadrent les conditions de rupture d'un commun accord du contrat de travail. Ce nouveau dispositif permettra à plusieurs salariés, sur la base du volontariat, de quitter l'entreprise dans des conditions identiques dans le cadre d'un plan qui sera validé par l'administration. Et cette rupture sera effectivement une rupture d'un commun accord. Très bien. Alors nous l'avons dit au début de ce magazine, les ordonnances touchent de nombreux domaines du Code du travail. Je vous propose pour finir d'évoquer la question du compte pénibilité qui, depuis sa création par la loi du 20 janvier 2014, est assez décrié. Alors il est décrié, il est une fois remis sur le plan de travail là, par la 5e ordonnance. Il va à nouveau y avoir une réforme, celle-ci d'une plus grande ampleur que les ajustements qu'on avait pu connaître précédemment. Alors tout d'abord, le compte de prévention de la pénibilité va changer de nom pour s'appeler compte professionnel de prévention. Alors cela étant, même si c'est un nouveau compte, une nouvelle appellation, un nouveau dispositif, les droits que les salariés avaient acquis dans le compte de leur prévention de pénibilité leur resteront garantis, leur resteront acquis. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a 4 des 10 facteurs de pénibilité pour lesquels il va y avoir des simplifications. Simplifications au niveau des modalités de déclaration et des modalités de compensation. Et puis, dernier point que je voudrais souligner sur ce compte pénibilité, c'est que son mode de financement va changer, puisque les modalités du financement sont révisées, les 2 cotisations sociales qui existaient, qui étaient attachées à ce compte, disparaissent, et désormais, le financement des droits attachés à la pénibilité sera assuré par la sécurité sociale via la branche accident du travail, maladie professionnelle. Merci Frédéric pour cette première approche des projets d'ordonnance réformant le Code du travail. Je pense qu'on va être amené à se revoir très bientôt. Je pense, oui. Et nous allons continuer à détailler le contenu de ces projets avec Karine Aflalo, chef de rubrique en droit social. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Alors avec vous Karine, nous allons tout d'abord nous intéresser au projet d'ordonnance relatif à la nouvelle organisation du dialogue social qui met en place la fusion des institutions représentatives du personnel. Oui, c'est long à dire. Hein. Oui, c'était long à dire. Mais c'est un des sujets phares, figurez-vous, qui vont bouleverser les modalités d'échange qu'on connaît entre l'employeur et les représentants du personnel. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, dans une entreprise de plus de 50 salariés, on peut voir coexister 3 instances représentatives, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. À terme, l'objectif de la réforme, c'est que ces 3 instances soient fusionnées en une seule, appelée le Conseil social et économique, ou CSE, on va quand même lui donner un petit surnom, et dont la mise en place sera obligatoire dans les entreprises dès l'instant où elles comptent au moins 11 salariés. Quand vous dites à terme, concrètement, quelles échéances vont devoir respecter les entreprises ? Alors là, la date de mise en place de ce comité va en grande partie dépendre de la date d'expiration des mandats qui courent actuellement. Schématiquement, on peut dire que si les mandats des représentants du personnel expirent avant fin 2018, soit ils pourront choisir de proroger d'1 an maximum jusqu'au 31 décembre 2019, soit ils pourront décider de mettre immédiatement en place la nouvelle instance. Si maintenant les mandats expirent après le 1er janvier 2019, dans ce cas, l'entreprise n'aura pas le choix, elle devra dès la fin des mandats, procéder à l'élection d'un nouveau CSE. Sauf
si les mandats prennent fin après le 31 décembre 2019. Là, il faudra procéder à des élections anticipées. Puisque l'idée, c'est qu'au 1er janvier 2020, il n'y a plus de délégués du personnel, de comités d'entreprise et de CHSCT. Il n'y a plus qu'un CSE. Que le CSE pour tout le monde. Et donc, voilà. Quelles vont être concrètement les fonctions de ce CSE ? Alors, dans les entreprises qui comptent moins de 50 salariés, il va tout simplement reprendre les attributions actuelles des délégués du personnel. Et dans les entreprises de plus de 50 salariés, il va cumuler les compétences et les prérogatives des 3 instances. En fait, l'idée voulue par le gouvernement, c'est de permettre de discuter de tous les sujets relatifs à une entreprise avec une seule et même instance. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, pour certains sujets, on citait notamment l'exemple de l'entreprise qui déménage, eh bien l'employeur va devoir consulter les différentes instances de façon séparée. Donc c'est un peu lourd. D'accord. Donc, et combien de membres comptera le CSE ? Là, vous mettez malheureusement le doigt sur une inconnue, Marianne. Il y en a même 2, d'ailleurs, des inconnues. La première, c'est le nombre de membres, puisque ce sera fixé plus tard par décret. On sait juste que, en toute logique, ce sera fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Et la deuxième inconnue, c'est le nombre d'heures de délégation qu'auront les membres de ce CSE. Là aussi, il va falloir attendre un décret. Le nombre d'heures de délégation sera cette fois fixé en fonction et des effectifs de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation. On a pour seule information un nombre d'heures de délégation minimum. Minimum 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et minimum 16 heures dans les autres. À suivre donc sur ces 2 points. Voilà. Et concernant le nerf de la guerre, à savoir le budget dont disposera le CSE, quels sont les aspects chamboulés par le projet d'ordonnance ? Alors, il y a un point vraiment essentiel à retenir, c'est que le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles ne vont plus être hermétiquement séparés. Concrètement, s'il y a un excédent en ce qui concerne le budget de fonctionnement, il pourra être transféré sur le budget des ASC et c'est une vraie première. D'accord, merci Karine pour ces explications. Un tout autre sujet maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les nouvelles modalités de négociation dans les petites et moyennes entreprises prévues par l'ordonnance relative au renforcement de la négociation ? Alors là, c'est une des autres réformes, effectivement, mise en avant par le gouvernement. Et l'idée ici, c'est d'ouvrir le droit à la négociation à toutes les petites et les moyennes entreprises en leur permettant de négocier même en l'absence de délégué syndical. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais vraiment ce qui change concrètement, ça concerne surtout les entreprises de moins de 50 salariés. Un des axes de la réforme du Code du travail, c'est d'ailleurs de donner la priorité aux TPE, aux PME. Oui, alors, et c'est justement dans cette perspective que l'ordonnance permet à l'employeur d'une entreprise de moins de 11 salariés, donc ce qu'on appelle une TPE, de proposer directement à ses salariés un projet d'accord en l'absence de tout délégué syndical. Voilà, c'est un mode de négociation qui sera aussi possible dans les entreprises entre 11 et 20 salariés qui n'ont pas de DS et qui n'ont pas non plus élu un comité social et économique. Donc en fait, en pratique, avec cette mesure, eh bien, le patron d'une petite entreprise va pouvoir négocier en prise directe avec ses salariés de tout ce qui n'est pas du ressort des accords de branche. Voilà. Donc il aura uniquement à procéder par la voie d'un référendum, avec une exigence quand même, c'est d'obtenir un vote positif aux 2/3 des salariés, sinon bien sûr il n'y a pas d'accord. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un apport assez important parce que le Code du travail, jusqu'à présent, il ne permettait pas de négocier un accord collectif directement avec les salariés sans qu'il y ait un minima un salarié mandaté par une organisation syndicale. Voilà, donc là, il y a une connexion directe entre l'employeur et ses salariés.
Très bien, merci Karine. Rendez-vous prochainement pour nous parler donc des décrets d'application nécessaires à la mise en œuvre de certains aspects de cette réforme. Tout à fait. Voilà. C'est la fin de ce magazine consacré à la réforme du Code du travail. Merci de votre attention. Pour compléter et poursuivre votre documentation sur le sujet, je vous invite à vous reporter à notre prochain ouvrage consacré à la réforme du Code du travail ou encore à notre Code du travail à noter continuellement mis à jour via l'application GRF+, ainsi que sur nos différentes publications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec les experts du groupe Revue Fiduciaire.